Après ces quelques rappels, on en arrive maintenant à la partie nouvelle de ce premier cours, où on introduit l'amplificateur opérationnel. Alors tout d'abord, quelques généralités sur l'amplificateur opérationnel. Alors une fois alimenté, un ampli-op peut être abstrait comme un composant prenant deux signaux d'entrée et produisant un signal de sortie, de telle façon que la tension de sortie amplifie la différence de potentiel entre les entrées. De plus, le gain d'amplification est très grand, typiquement 100 000 ou même beaucoup plus, ce qui fait que la fonction d'amplification par elle-même n'est pas très utile parce que la moindre différence de potentiel à l'entrée amènerait la sortie à saturer à sa valeur maximale ou minimale. Alors la solution pour éviter cette saturation va être d'introduire une boucle de rétroaction négative, et c'est dans cette configuration que l'ampli-op est utilisé le plus souvent, et il permet alors de réaliser toutes sortes de fonctions mathématiques très utiles. Alors une petite mise en garde quand même avant de commencer, l'ampli-op a des propriétés assez déconcertantes la première fois qu'on le rencontre. Et la seule façon de mieux comprendre son utilité et son comportement est essentiellement d'analyser le plus de circuits possibles qui contiennent des AO. Alors au laboratoire, vous rencontrerez les amplificateurs opérationnels comme des composants discrets qui peuvent se présenter sous différents packages. Alors à l'intérieur, l'ampli-op est en fait un circuit intégré, et voici un schéma possible d'un design d'ampli-op. Mais toutefois, dans ce cours, on verra l'ampli-op comme une boîte noire essentiellement, avec des entrées et des sorties. Et pour comprendre comment concevoir un ampli-op qui contient, comme vous le voyez, de nombreux transistors, il faudra attendre un cours prochain d'électronique analogique. Alors sur le package de votre ampli-op, vous verrez un certain nombre de terminaux. Donc voici un exemple. Sur ces terminaux, je voudrais en faire ressortir 5 plus importants. Alors tout d'abord, les bornes -VS et plus VS servent à l'alimentation de l'ampli-op. Les bornes -in et +in sont les entrées en tant que telles du composant, et la borne output est la sortie de là-haut. Alors vous remarquerez deux bornes supplémentaires marquées offset trim qui servent en fait à corriger des non-idéalités de l'ampli-op qu'on discutera plus tard dans le cours. Alors l'ampli-op est habituellement schématisé, ou en tout cas en Amérique du Nord, par un triangle qui part des deux entrées pour pointer vers la sortie. Alors sur le dessin ici, le petit triangle à l'intérieur représente l'ampli-op physique avec ses 5 entrées principales. Alors on retrouve d'abord en haut et en bas du triangle les bornes d'alimentation qui sont reliées à des tensions continues plus Vs et moins Vs qu'on appelle tensions de polarisation. Alors habituellement les tensions de polarisation sont strictement opposées, donc par exemple Vs est égal à 15 volts et puis la tension de polarisation négative est égale à moins 15 volts. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des ampli-op qui peuvent être asymétriques, voire ne fonctionner qu'avec une seule source de tension. Et donc dans ce cas, par exemple, on pourrait avoir la tension de polarisation positive égale, disons, plus 5 volts, et la tension négative 0. Notez en tout cas pour l'instant nos deux sources de tension continue, ici et ici. Et au laboratoire, vous devrez commencer par alimenter votre ampli-op correctement pour qu'il fonctionne. Ensuite, nous passons aux 3 entrées restantes qui traitent les signaux proprement dits. Alors, on a l'entrée indiquée moins sur le composant, qu'on appelle entrée inverseuse, l'entrée indiquée plus sur la haut, qu'on appelle entrée non inverseuse, et puis la sortie. Notez que quand j'indique ici V-, V+, et VO, ce sont des différences de potentiel mesurées par rapport à la Terre. Alors notez maintenant que les bornes d'alimentation à plus Vs et moins Vs ne servent à rien du point de vue du traitement du signal. Alors bien sûr, au laboratoire, il ne faudra pas oublier d'alimenter votre ampli-op, mais une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de vous occuper de ces bornes pour analyser votre circuit. Et donc, après alimentation, vous obtenez un composant à 4 bornes, l'entrée inverseuse, l'entrée non inverseuse, la sortie et la terre. Alors vous verrez aussi que dans les schémas, le terminal mis à la terre est souvent omis.
dans quel cas vous obtenez un composant à 3 terminaux. Mais alors il faut quand même faire un petit peu attention, parce que par exemple si vous écrivez LKC sur la surface qui est le grand triangle, le grisé, alors la somme des courants entrants par les entrées inverseuses, non inverseuses et la sortie n'est pas égale à 0. Donc pour conclure, dans les schémas d'analyse du circuit, on supposera que vos AO sont correctement alimentés et on ne les représentera pas avec leur alimentation, c'est-à-dire qu'on ne représentera pas le petit triangle avec 5 entrées, mais on représentera à la place le gros triangle grisé qui a 4 entrées ou 3 si on met le terminal à la terre. Ok, donc maintenant qu'on a traité le problème de l'alimentation, on se retrouve avec un composant à 4 terminaux ici, dont 3 terminaux pour le traitement des signaux en tant que tels, 2 entrées, une entrée inverseuse, une entrée non inverseuse et une sortie. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je définis la tension VD ici. VD est égal à V plus moins V moins et est appelée la tension différence d'entrée. Alors, le modèle statique de l'amplificateur opérationnel, auquel on s'intéresse ici, établit principalement une relation algébrique VO, la tension de sortie, comme fonction de cette différence d'entrée VD. Donc VO est égal à F de VD. Cette relation est aussi souvent appelée caractéristique entrée-sortie, et je l'ai tracée ici sur ce graphe, donc qui donne la fonction VO égale F de VD. Alors, avant de passer à la diapositive suivante, il faudra que vous passiez un peu de temps à bien étudier ce graphe. On peut remarquer que la caractéristique entrée-sortie montre 3 zones ou 3 comportements essentiellement distincts. Tout d'abord, dans la zone autour de VD égale 0, le comportement est linéaire, c'est-à-dire VO est une fonction linéaire de VD, VO est égal à AVD. Ensuite, à partir d'un certain temps, VO se met à saturer pour tendre vers une valeur qu'on appellera tension de saturation et qu'on dénotera Vsat. De même, du côté négatif, ici, on voit que VO tend vers la valeur moins Vsat. Alors j'ai indiqué ici une valeur typique de Vsat qui pourrait être par exemple 13 volts et qui se situera un peu en dessous de la tension d'alimentation Vs de la diapositive précédente, donc par exemple 1 ou 2 volts en dessous. Alors une chose qu'il est très important de noter ici sur cette figure, ce sont les unités de VD. En particulier, la plage de valeur ici, moins epsilon à plus epsilon, plage de valeur de VD pour laquelle l'amplificateur opérationnel se comporte de manière linéaire, est typiquement très petite. Epsilon pourrait être par exemple 0,01 mV ou moins. Et donc, dès qu'on sort de cette petite zone de VD autour de 0, eh bien, la sortie VO va saturer, soit à plus Vsat, dès que VD est un tout petit peu positif, soit à moins Vsat, dès que VD est un tout petit peu négatif. Et donc au laboratoire, si vous branchez 2 signaux indépendants sur V- et V+, en sortie VO, vous allez essentiellement toujours observer soit plus Vsat, soit moins Vsat. Vous n'observerez essentiellement jamais la région linéaire parce que le moindre bruit, de toute façon, vous fera basculer à plus Vsat ou moins Vsat en sortie. Et pourtant, il se trouve que paradoxalement, ce sera bien la région linéaire qu'on va utiliser le plus souvent. Et le secret pour faire ça, ça sera d'utiliser des boucles de rétroaction. Alors, je parlerai de ça un peu plus tard dans la prochaine partie, quand on verra des montages spécifiques impliquant l'amplificateur opérationnel. Enfin, je mentionnais aussi un peu plus tôt que le gain entre VD et VO d'un amplificateur opérationnel typique est très grand, par exemple 100 000, voire 1 million ou plus. Ce gain correspond à la pente ici dans la partie linéaire, et c'est donc le fait qu'il soit très grand qui fait que VO va bien atteindre une valeur de Vsat, disons dans les 13 volts, pour une valeur de VD très petite égale à epsilon. Alors pour finir cette présentation du modèle statique de l'amplificateur opérationnel, je vous voudrais parler des courants qui rentrent par les terminaux moins, plus et sortie. Alors, pour le courant de sortie, tout d'abord, il n'y a pas grand-chose à dire, il peut être essentiellement quelconque, et en particulier, il faudra faire bien attention dans vos analyses de circuit à ne pas supposer que IO ici est égal à 0.
Par contre, les courants qui rentrent par l'entrée inverseuse et non inverseuse, que je dénote ici I- et I+, sont eux très petits. Alors ces courants sont appelés courants de polarisation. Alors leur ordre de grandeur exact dépend en fait de la technologie de transistor utilisée pour fabriquer l'ampli-op. Et en particulier, si vous vous référez à la diapositive précédente, vous verrez que l'entrée inverseuse et non inverseuse sont connectées à la base de transistors. Alors typiquement, pour des transistors bipolaires, vous aurez des courants de polarisation dans les 0,1 mA. Pour des transistors à effet de champ, vous pourriez atteindre des nanoampères, voire des picoampères. Le modèle d'ampli-op de la diapositive précédente se veut relativement réaliste, en tout cas tant que les signaux sont à relativement basse fréquence. Toutefois, ce n'est pas un modèle qui est très pratique pour faire de la conception ou analyser un circuit à la main. Pour nos analyses, on utilisera donc une version idéalisée du modèle précédent, avec une caractéristique entrée-sortie montrée à droite ici, qui approxime la caractéristique précédente. Alors par rapport à la caractéristique précédente, ici la région linéaire n'est possible que pour VD égale 0, c'est-à-dire qu'on a pris epsilon est égal à 0. Et donc dans cette région linéaire, c'est-à-dire pour laquelle VD égale 0, on peut avoir n'importe quelle valeur de VO entre plus Vsat et moins Vsat. Le gain A de l'ampli-op, lui, pourrait être considéré comme étant infini, mais on n'en aura pas besoin dans nos analyses. Ensuite, dès que VD est non nul, l'ampli-op rentre en saturation. Donc pour VD positif, on est dans la région plus saturation et VO est égal à plus Vsat. Et pour VD négatif, on est dans la région moins saturation et VO est égal à moins Vsat. Une autre caractéristique très importante de ce modèle idéal est que les courants de polarisation étant très petits, ici on va les approximer par 0. Donc le courant qui rentre par la borne inverseuse et non inverseuse est nul. Attention toutefois, encore une fois, le courant dans le terminal de sortie n'est pas 0 en général. En conclusion, l'ampli-op idéal établit des contraintes algébriques sur les signaux à ces terminaux. Tout d'abord, les courants à ces bornes d'entrée sont nuls. Ensuite, la tension de sortie est égale à Vsat fois le signe de VD si VD est différent de 0 et peut être n'importe quoi entre moins Vsat et plus Vsat si VD est égal à 0. Je vous rappelle ici que VD est la différence d'entrée V plus moins V moins. Alors ce modèle est probablement un peu surprenant à première vue, mais il faut bien que vous le mettiez en tête parce qu'il sera à la base de toutes nos analyses par la suite. Vous noterez aussi le signe infini sur le schéma du composant qui est typiquement utilisé pour signifier qu'on utilise ici le modèle idéal de l'ampli-op. Je vais donc encore une fois résumer ce modèle d'une façon un peu différente. Un ampli-op peut être remplacé par l'un des trois circuits équivalents suivants selon sa région d'opération. Tout d'abord, si la tension d'entrée VD est égale à 0, alors VO, la tension de sortie, peut être entre moins Vsat et plus Vsat, et l'ampli-op est dans la région linéaire. Notez ici que j'aurais dû écrire grand Vsat. Alors encore une fois, dans la région linéaire, on a les contraintes suivantes aux terminaux de l'ampli-op. I- est égal à 0, I+ est égal à 0, VD est égal à 0. Et de plus, VO est entre moins Vsat et plus Vsat. Ensuite, si VD est positif, alors on est dans la région de saturation et VO est égal à plus Vsat. Donc on peut remplacer VO par simplement une pile ici à Vsat. Les contraintes dans le mode plus saturation sont donc I- égale à 0, I+ égale 0, VD positif, VO est égal à Vsat. Enfin, si VD est négatif, alors on est dans la région moins saturation et VO est égal à moins Vsat. Donc j'ai mis une pile ici avec le plus en bas. Et les contraintes dans la région moins saturation sont donc I- égale 0, I+ égale 0, VD négatif, VO est égal à moins Vsat. Alors dans la première moitié du cours, à peu près,
on va rencontrer seulement des circuits qui utilisent l'ampli-op dans le modèle linéaire ici. Ces circuits vont invariablement avoir un mécanisme de rétroaction qui va permettre de maintenir VD à 0. Alors n'oubliez pas que physiquement VD n'est pas exactement égal à 0 bien sûr, mais sera très petit, entre moins epsilon et plus epsilon sur la caractéristique plus réaliste. Si on insère un ampli-op qui est maintenu dans la région linéaire dans un circuit qui est autrement linéaire, alors on garde un circuit qui est linéaire. Alors par exemple, tous les filtres actifs qu'on va concevoir, qui sont des circuits linéaires, vont utiliser l'ampli-op dans cette région linéaire. Les modes saturés de l'ampli-op, plus SAT et moins SAT, ne seront utilisés que plus tard dans le cours, lorsqu'on abordera des circuits non linéaires, comme les bascules, les comparateurs ou les oscillateurs. Donc comme je l'ai dit, la plupart de nos analyses utiliseront ce modèle idéal de l'ampli-op pour bien comprendre le fonctionnement des circuits. Toutefois, il y aura un cours un peu plus tard où on discutera l'impact des non-idéalités des ampli-op réels sur la performance de nos circuits, et donc l'origine des déviations que vous pourrez observer entre les analyses théoriques qui supposent l'ampli-op idéal et puis les simulations plus réalistes avec SPICE ou bien vos expériences au laboratoire. Donc par exemple, on verra ce qui se passe si on ne peut plus négliger les courants d'entrée d'un ampli-op. Mais plus important, on verra aussi et surtout ce qui se passe si vous voulez utiliser l'ampli-op à des fréquences hautes, voire seulement modérées. Ce qui se passe, c'est que lorsque la fréquence des signaux augmente, le gain de l'ampli-op diminue de manière rapide, et au bout d'un moment, on ne peut plus supposer ce gain A comme étant infini. Et à ce moment-là, VD alors ne peut plus être considéré comme étant nécessairement 0. Alors pour donner peut-être juste un bref aperçu de ce qui va se passer, si je trace ici le gain de l'amplificateur opérationnel A en fonction de la fréquence F, alors aux basses fréquences, comme on a vu, ce gain est très élevé, et ensuite, quand la fréquence augmente, il se met à décroître rapidement comme un système d'ordre 1. C'est-à-dire donc typiquement ici avec une pente de moins 20 décibels par décade. Alors, si maintenant on regarde un modèle 741 d'ampli-op comme vous allez probablement manipuler au laboratoire, qui est un modèle d'ampli-op basique, alors la fréquence ici à laquelle la décroissance du gain commence est très basse, typiquement 5 Hz. Et la fréquence ici, qui est la fréquence à laquelle le gain A devient 1 ou encore 0 dB, eh bien cette fréquence elle est de l'ordre de 1 MHz. En d'autres termes, à 1 MHz, eh bien votre ampli-op 741 il n'est plus du tout utilisable, ce n'est plus un ampli-op, il n'amplifie plus rien. Et de plus, on verra que même à des fréquences relativement basses, disons par exemple 10 kHz, cette courbe ici implique que le gain à 10 kHz n'est plus que de 100, ce qui est très loin du gain dont je parlais plus tôt de 100 000 ou 200 000. À ces fréquences modérées, il faudra en général analyser l'impact de la diminution du gain. Et donc, tant qu'on utilisera notre modèle idéal, on supposera implicitement qu'on se retrouve à travailler à des fréquences relativement basses. Par exemple, pour un 741, ça pourrait être en dessous du kHz. Vous pouvez noter en fait dans un coin de votre tête que la perte de performance aux fréquences modérées et hautes est l'un des problèmes majeurs qui limite l'utilisation des circuits actifs. Alors bien sûr, la technologie est en constante amélioration et on a aujourd'hui des ampli-op qui sont capables de travailler à relativement haute fréquence.